chers auditeurs et téléspectateurs de la rubrique Café des entrepreneurs. Heureux de vous savoir encore nombreux ce jour-ci. Aujourd'hui, nous abordons donc la troisième et dernière partie de notre nouveau enseignement qui est intitulé Comment lancer son projet de création d'entreprise. Aujourd'hui, donc, c'est la dernière partie que nous abordons. Tel que nous l'avons dit précédemment, après avoir réalisé les opérations préalables donc au démarrage de son projet de création d'entreprise, nous avons besoin d'un plan d'action qui a une boussole, qui nous permet donc de nous orienter, qui nous permet de nous guider et de savoir ce qu'il faut faire, à quel moment il faut le faire, qui confier telle tâche et comment l'exécuter, comment surveiller pour que nos objectifs soient atteints. Lorsque nous avons fini de faire tout ça, qu'est-ce qui reste maintenant? Il va nous rester alors à aller dans la pratique, dans la réalisation effective donc, du projet. Voilà pourquoi notre publication de ce jour, la troisième partie de cette publication, veut nous parler de comment mettre en œuvre son projet de création d'entreprise. Et pour pouvoir alors développer ce sous-thème, nous allons bâtir donc le développement autour donc de 3 points. Donc, comme je vous le disais, nous allons parler de ce jour comment mettre en œuvre son projet de création. Et comment mettre en œuvre son projet de création va s'articuler alors autour de 3 points, à savoir qu'est-ce que le démarrage de l'activité. Qu'entendons-nous par démarrer l'activité? Et puis le deuxième point, comment assurer l'évolution de l'activité? Parce que lorsque nous démarrons l'activité, nous avons l'ambition alors de progresser. Comment pouvons-nous faire pour pouvoir progresser? Et puis donc le troisième point, c'est de comment suivre l'exécution donc, du projet. Parce qu'il est important de suivre et de voir est-ce que ce que nous avons prévu est en train de se réaliser ou pas. Voilà donc la charpente de la publication donc, de ce jour. Et sans plus tarder, nous allons aborder donc la première partie qui est qu'est-ce que le démarrage donc, de l'activité. Et nous entendons pas démarrage de l'activité, c'est la mise en œuvre donc, du projet de façon opérationnelle. En quelque sorte, cela consiste donc à réaliser les premières activités, les premières opérations qui démontrent effectivement que notre entreprise a pris corps, que nous sommes maintenant, nous avons commencé alors par exercer, par exploiter notre idée pour mettre donc sur le marché les produits et services conformément à ce que nous avons établi dans notre plan. Donc voilà ce que nous entendons par démarrage. Et le démarrage donc de l'activité va s'articuler alors ou bien prendre en compte 3 opérations. Et la première opération donc c'est s'organiser, et la deuxième opération donc c'est de produire, et la troisième c'est de vendre. Comme vous pouvez le constater, on ne peut rien faire sans pouvoir, sans la discipline. Et lorsque nous parlons donc de discipline, alors il faut donc l'organisation. L'organisation alors paraît importante dans n'importe quelle activité, dans n'importe quelle fonction. C'est pourquoi la première opération, pour pouvoir donc démarrer son activité, il faut alors s'organiser. Et nous allons voir l'organisation sous 2 angles, à savoir organiser votre classement administratif et mettre en place les outils donc, de suivi. Qu'est-ce que nous entendons par organiser le classement administratif? Nous savons que en réalisant notre entreprise, en démarrant notre entreprise, en réalisant notre activité, nous sommes amenés à avoir donc des opérations, c'est-à-dire des opérations d'achat, de vente, traiter donc avec les clients, traiter avec le personnel. On a un certain nombre d'opérations à réaliser. Et en entreprise, il faut toujours apporter un document, une pièce justificative de l'opération qu'on a amenée. Donc l'organisation, donc en fait, administrative va nous permettre alors de mettre en place un système qui va nous permettre non seulement donc de gérer donc notre personnel, mais également de pouvoir classer les documents et les repérer de façon rapide quand nous en aurons besoin. Donc,
la première chose à faire, c'est de mettre en place un système qui nous permet alors de conserver, de sauvegarder et de retrouver de façon rapide pour les documents relatifs donc aux différentes opérations que nous aurons à mener, telles que l'achat, la vente, le recrutement et l'assurance, ainsi de suite. Donc il nous faut alors donc ce système de classement. Et puis la deuxième opération, c'est mettre en place les outils de suivi. Nous savons que l'activité que nous voulons démarrer, cette activité nécessite alors donc d'être contrôlée, d'être suivie. Mais quels sont les outils que nous avons besoin pour pouvoir suivre efficacement donc l'activité que nous voulons mener? Parce que lorsque nous ne mettons pas ces outils donc en amont, ça nous serait difficile parce que nous allons naviguer dans le vide. Et l'outil qui est établi le plus souvent, c'est le tableau de bord, qui est un outil qui nous permet alors de pouvoir surveiller certains points clés de notre activité pour ne pas aller dans le décor. Et les points clés que nous voulons, qu'il faut surveiller dans une entreprise, dans une activité, il faut surveiller donc votre chiffre d'affaires, il faut surveiller l'état de trésorerie et également donc la rentabilité. Donc pour pouvoir donc suivre cela et savoir que nous allons dans le bon sens, il faut mettre en place un tableau de bord. Et un tableau de bord est un outil qui doit être simple, qui doit être vraiment simple et relatif donc aux besoins de chaque projet. Il n'y a pas donc un tableau de bord universel pour toutes les entreprises. Non, le tableau de bord est relatif aux besoins, aux caractéristiques du projet ou bien de l'entreprise. Et pour que le tableau de bord soit efficace, il faudrait qu'il soit simple. La simplicité nous amène alors à mettre dans le tableau de bord les informations faciles et rapides à appréhender. Ce n'est pas des informations compliquées, mais des informations rapides et faciles donc à garder. Donc par exemple, la commande, l'effectif et le client. Donc des trucs très simples que nous pouvons garder. Et puis donc la deuxième caractéristique du tableau de bord, c'est que le tableau de bord doit être significatif. Étant un outil donc de contrôle, il faudrait que le tableau de bord puisse donc porter des informations qui nous permettent d'apprécier la progression de notre démarrage économique. Et en ce thème, on va utiliser par exemple le nombre de bons de commande, le nombre de livraisons, la quantité produite, c'est-à-dire c'est des informations qui sans ambiguïté, peut nous permettre de savoir est-ce que nous évoluons ou bien nous régressons. Et la troisième chose, c'est que le tableau de bord doit être cohérent. Il faudrait que le tableau de bord puisse donc effectuer une comparaison entre ce qui est prévu et ce qui est réalisé dans une même période. On ne peut pas comparer sur deux périodes différentes. Et aussi, donc, en matière de comparaison, il faut utiliser les mêmes méthodes et les mêmes éléments, les mêmes méthodes de calcul et les mêmes éléments. Donc, voilà ce que nous pouvons dire par rapport à s'organiser. Le deuxième point qui consiste donc à produire. Cela nous amène donc à dire que l'entreprise a pour fonction alors de produire et de rendre le produit disponible pour donc, les clients. Donc, en ce sens, après donc avoir s'organisé, l'entreprise doit se lancer maintenant dans les opérations donc, de fabrication pour pouvoir donc stocker. Elle doit se lancer dans les opérations donc, d'achat, si c'est une entreprise commerciale, d'achat de marchandises qui seraient stockées. Et là, les opérations antérieures, c'est les opérations d'approvisionnement, les opérations de recrutement donc, du personnel pour pouvoir produire. Et lorsque l'entreprise donc, réalise donc, ces opérations, alors elle lance effectivement sa production, elle réalise donc la production et cette production donc est stockée et pour pouvoir donc être mise à la disposition de la clientèle. Donc voilà ce qui concerne donc produire. Donc produire va amener alors à se lancer, à démarrer donc la production, la fabrication donc des produits qui sont nécessaires, ont été prévus dans notre projet. Et le troisième niveau, c'est vendre. Il est inhérent que pour que toute entreprise subsiste, elle doit toujours chercher à vendre. En ce sens que le but de toute entreprise, c'est de pouvoir rapidement
gagner des contrats avec donc, des clients. Et l'entreprise, à ce niveau, est obligée alors de choisir des canaux de distribution d'abord pour mettre donc les produits à la disposition des clients et l'opération qui va se dérouler ici au démarrage, donc c'est l'inauguration et la vente. Comment il faut inaugurer et comment vendre. Donc à ce niveau, l'entreprise donc est appelée à faire, donc à utiliser toutes les stratégies et les moyens pour pouvoir présenter son projet, son produit donc au public et amener donc le public à adopter le produit et à l'acheter. C'est en ce sens qu'au niveau donc de l'inauguration, on fait donc la démonstration donc du projet, du produit, pour pouvoir donc influencer l'émotion. Parce que lorsque vous voulez donc agir sur le comportement d'un être humain, il faut donc affecter donc son émotion. Donc c'est pourquoi, au niveau donc de ce point, c'est-à-dire vendre, l'entreprise au moment de l'inauguration va passer donc à des activités de démonstration pour attirer la clientèle. Elle peut aussi faire donc des activités de distraction pour égayer le public. L'une des stratégies également à utiliser à ce niveau, c'est de pouvoir donc lancer des jeux, concours pour pouvoir attirer l'attention et intéresser donc le public au produit et également faire donc des remises spéciales au moment de lancement ou bien pendant la période de lancement. Voilà en ce qui concerne les activités, bien les opérations qu'il faut faire au niveau donc de démarrage de l'activité. Ceci étant dit, nous allons aborder alors la deuxième partie donc de cette présentation qui nous parle de comment assurer l'évolution de l'activité. Une fois que l'entreprise a démarré son activité, elle doit chercher donc à progresser. Nous comparons ici l'entreprise à un enfant. L'enfant qui naît est appelé donc à grandir. C'est de la même manière. Le souci de tout entrepreneur, lorsqu'il démarre son entreprise, c'est de voir l'entreprise progresser et arriver donc à un niveau donné. Et ce que nous remarquons parfois, c'est que cela n'a pas été toujours le cas compte tenu de certains facteurs auxquels l'entrepreneur doit faire face. Surtout lorsque, à la phase de démarrage, et qu'on constate que l'entreprise, ou bien que les activités ont commencé pour pas prendre, pas évoluer de façon rapide, les entrepreneurs sont parfois confrontés donc à certaines difficultés. C'est pourquoi nous voulons parler donc des difficultés précoces qu'il faut éviter. Donc, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire évoluer, ou bien assurer l'évolution de son activité, il faut éviter les difficultés précoces. Les difficultés précoces, c'est l'insuffisance des capitaux propres. Nous savons que les capitaux propres sont des capitaux qui sont destinés à financer alors l'activité de nos entreprises. Lorsque nous avons fait des prévisions et que sur le terrain, quand on a commencé, dans 2 mois, dans 6 mois, nous constatons l'évolution du chiffre d'affaires est plus rapide que ce qu'on a prévu, alors parfois les entrepreneurs se trouvent dans le manque de moyens pour pouvoir financer donc le fonds de roulement, pour pouvoir financer les besoins en fonds de roulement afin donc de servir donc la clientèle. Et cela constitue donc un frein pour donc la croissance de l'entreprise. Voilà pourquoi il faudrait nécessairement que des mesures préventives soient prises en amont pour avoir un peu de capital en réserve en cas pour pouvoir faire face donc à ce genre de situation. L'une des difficultés à éviter également, c'est de ne pas laisser les charges fixes absorber le chiffre d'affaires, c'est-à-dire éviter les charges fixes trop élevées. Nous constatons que parfois, lorsque on démarre donc une activité, il y a la non-maîtrise du coût de revient. On n'arrive pas à insérer tous les éléments dans le coût donc de revient. Et ce qui fait que parfois, le prix fixé, donc le prix de vente fixé est très bas et on constate qu'il n'y a pratiquement pas de marge. Et cette marge n'arrive pas à couvrir les charges fixes telles que les charges d'amortissement, les charges de salaire, les charges salariales et ainsi de suite. Donc, l'entrepreneur doit donc tout faire pour que les charges fixes qui sont engagées ne viennent pas alors et faire disparaître la marge que l'entreprise doit avoir.
Et puis, si l'entrepreneur arrive à éviter toutes ces difficultés, à donc surmonter ces difficultés pour pouvoir évoluer, il doit respecter un certain nombre de principes. Et les principes donc, de gestion que nous avons énumérés, quelques principes de gestion que nous avons énumérés ici, c'est de pouvoir limiter vos charges fixes. Limiter les charges fixes. Nous savons que les charges fixes dont nous parlons, nous avons parfois le loyer, nous avons les charges salariales, nous avons les frais de téléphone, nous avons les frais d'amortissement, nous avons donc les charges d'amortissement, nous avons les frais généraux. Donc l'entrepreneur doit alors savoir est-ce que le nombre d'employés que j'ai correspond donc à l'activité que je veux mener. Lorsque vous avez plus d'employés que le besoin fait ressentir, vous créez des charges inutiles. Le local que j'ai, est-ce que le local est en rapport avec l'activité que je suis en train de faire? Lorsque je prends un local de 500 000 pour faire une activité dont la marge peut être, bien le résultat, le bénéfice est de 200 000, c'est que je suis en train alors de me faire donc du mal. Donc, ainsi de suite. Donc, l'entrepreneur doit limiter les charges fixes. Le deuxième principe, c'est de pouvoir maîtriser les coûts de revient. Comme je le disais tout à l'heure, le coût de revient est très déterminant pour pouvoir maximiser donc, le profit. Et lorsque nous ne tenons pas compte de tous les éléments du coût de revient, on peut parfois se dire qu'on a réalisé un profit alors que c'est parce que nous avons ignoré des coûts que nous n'avons pas incorporés que ce profit est trop élevé. Et c'est au final qu'on se rend compte que en fait, l'activité n'a pas été rentable. C'est pourquoi en matière donc, de coût de revient, il faudrait qu'on maîtrise les circuits d'achat, les frais qui sont liés à chaque opération, les frais donc, de production. Ne rien négliger pour que le coût donc, de revient soit vraiment un coût complet pour pouvoir déterminer la marge et le bénéfice que remporte l'activité. Et le troisième principe est de surveiller les postes clients et fournisseurs. Les postes clients et fournisseurs sont très déterminants et très importants dans la gestion parce que nous faisons donc des achats avec les fournisseurs et la vente avec les clients. Et à ce niveau, il faut surveiller donc la facturation pour voir si les factures sont bien faites et que si les fournisseurs avec qui nous traitons sont toujours en accord avec nous ou bien la défection des fournisseurs, il faut aussi également vérifier la relance des clients, parce que les clients, il faut pouvoir les relancer par rapport donc, à l'achat ou bien par rapport au paiement pour que nous puissions avoir donc de liquidités dans notre caisse. Et le troisième niveau, le dernier aspect concernant donc ce point, c'est de pouvoir vérifier, de pouvoir être vraiment vigilant sur les délais des clients et les délais des fournisseurs. Lorsque je prends par exemple, je reçois un délai de crédit au niveau des fournisseurs qui est de 2 semaines et que, ou bien qui est de 2 semaines et que moi, en tant qu'entrepreneur, j'accorde un délai de paiement de 3 semaines à mes clients, c'est que je suis déjà en train de creuser un trou en moi. Au moment où j'aurai besoin de l'argent pour payer donc mes fournisseurs dans 2 semaines, mes clients ne sont pas encore en mesure de me payer. Là, je serai en difficulté de trésorerie. Et contrôler également la qualité, qui est le quatrième principe. La qualité, c'est un élément de confiance entre l'entreprise et la clientèle. Et nous savons que la qualité, alors, est très importante pour la personne qui veut acheter, c'est-à-dire le client. Et lorsque la qualité est détériorée, alors l'entreprise est en train de se faire une contre-publicité. Car le client qui viendra acheter va constater une qualité défectueuse, ne reviendra plus, non seulement ne reviendra plus, mais va relayer cela auprès d'autres clients qui vont délaisser donc l'entreprise. C'est pourquoi l'entreprise doit tout mettre en œuvre pour vérifier les clients, pour vérifier donc la qualité, pour recevoir les informations auprès des clients et voir qu'est-ce qu'il faut incorporer, qu'est-ce qu'il faut améliorer, c'est-à-dire en d'autres termes, être dans un système d'innovation et de créativité continue pour que ces produits soient toujours appréciés au niveau de la clientèle. Donc, suivez les stocks, qui est le dernier point. Nous savons que les stocks sont très importants. Lorsqu'il n'y a pas de stock, il n'y a pas de production. Lorsqu'il n'y a pas de stock, il n'y a pas de vente. C'est pourquoi nous devons veiller au délai, donc, de livraison des fournisseurs. Quand est-ce qu'il faut lancer donc, la commande, quand est-ce qu'il faut s'approvisionner, quand est-ce qu'il faut recevoir les commandes et quelle quantité est vendue de façon périodique. Tout cela va nous permettre alors donc, de pouvoir surveiller
donc les stocks pour qu'il n'y ait pas de rupture de stock, parce que la rupture de stock met fin donc à l'exploitation donc de l'entreprise. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport donc à ce deuxième point, et nous abordons donc le troisième point qui est donc le dernier point de cette publication, le suivi de l'exécution du projet. Il est très important de pouvoir suivre donc l'exécution du projet, de pouvoir suivre les tâches et les opérations qui sont menées donc au point 2 pour voir est-ce que ce que nous avons prévu est compatible à ce qui a été réalisé. Nous savons que dans notre plan d'action, nous avons alors des prévisions. Dans notre projet à la phase donc technique, nous avons alors des prévisions de vente, des prévisions donc de résultats et consorts. Donc ici, il revient alors en fonction donc de notre plan prévisionnel de voir est-ce que ce que nous avons établi comme prévision de vente, prévision donc de recettes, est-ce que cela a été réalisé? Et pour ce faire, il faut un tableau de comparaison, un tableau qui nous présente la comparaison et les résultats. La comparaison se fait entre les réalisations et les prévisions. Lorsque je prends le plan prévisionnel, est-ce que le chiffre d'affaires prévu sur telle période a été réalisé? Je compare ce que j'ai fait, le chiffre d'affaires qui a été fait pendant peut-être les 3 premiers mois, donc aux prévisions des 3 premiers mois. Et là, je dégage un écart, c'est-à-dire l'écart qui est prévision moins réalisation, et je verrai si la prévision et la réalisation est à hauteur donc de la prévision, c'est qu'il n'y a pas de problème. Mais si les réalisations sont moins que la prévision, l'écart est négatif. Quelle action il faut mener? Comment il faut corriger le tir? Parce qu'on ne va pas attendre la fin de l'année pour faire donc ce travail. Donc c'est un suivi, un suivi donc est fait de façon périodique. Et lorsque nous prenons aussi le plan d'action, la tâche que nous avons confiée à telle personne, au niveau donc de la production par exemple, est-ce que la tâche a été bien exécutée? L'objectif qui lui a été fixé de produire 500, de produire donc 500 unités de produits donc par mois ou bien par 3 mois, est-ce que cela a été réalisé? Je prends donc la réalisation comparée à la prévision pour dégager les écarts et porter donc les corrections. Donc le suivi paraît très nécessaire pour ne pas être surpris par donc les mauvais résultats. Donc le suivi nous permet alors au fur et à mesure de diagnostiquer les causes de l'échec ou bien les causes donc de l'avancée et de porter alors des actions correctives ou bien comment faire pour améliorer davantage. Donc voilà ce que nous pouvons dire donc, par rapport à cette troisième partie. Nous sommes pratiquement donc, à la fin. Je salue donc toujours votre présence et votre ténacité. Merci beaucoup de nous avoir suivis et gardez toujours l'écoute pour les publications donc, à venir. Merci pour votre attention.